Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui étiez là à 14h30, il y aura 2 ou 3 petites redites, évidemment, c'est inévitable, puisque tout le monde n'était peut-être pas là à 14h30, mais j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Alors, voilà. Donc, je vais vous parler, voilà, qu'est-ce qu'un trou noir, comment il se forme, on en a un peu parlé, comment on les détecte aujourd'hui, ça va être la partie nouvelle, et ce que je n'ai pas mis dans cette conférence, c'est ce qu'on voit quand on est à côté, puisque vous l'avez vu tout à l'heure. Et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller les voir à l'activité casque de réalité virtuelle que j'animerai demain matin au gymnase. Alors le concept de trou noir, il est en fait assez simple, il remonte quasiment à la fin du XVIIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, Newton édicte les lois de la gravitation et émerge le concept de vitesse de libération. Si je lance un caillou, si je le lance suffisamment fort, l'attraction terrestre ne sera pas suffisante pour le faire retomber. Donc vous pouvez trouver la formule qui vous donne la vitesse de libération. Ça dépend du rapport de la masse au rayon de l'objet. Et pour la Terre, vous obtenez 40 000 km/h, c'est-à-dire 11,2 km par seconde. Donc c'est la vitesse à laquelle vous devez aller si vous voulez vous éloigner de la Terre, que ce soit pour aller vers la Lune ou plus loin. Vous devez minimum aller à cette vitesse-là. Alors, vous pouvez calculer la vitesse de libération à la surface de n'importe quel astre sphérique, disons, pourvu que vous connaissiez sa masse et son rayon. Donc le Soleil est un objet beaucoup plus gros que la Terre, mais surtout beaucoup plus massif. Le rapport masse sur rayon du Soleil est beaucoup plus élevé que pour la Terre, et donc la vitesse de libération est beaucoup plus élevée. C'est 600 km par seconde. Donc ceci, ça veut dire que si vous flottiez à la surface du Soleil sans être détruit, il vous faudrait décoller à plus de 600 km par seconde pour vous en échapper. Et à l'inverse, ça veut dire que si vous êtes loin du Soleil et totalement immobile par rapport au Soleil, vous allez être accéléré, vous allez vous cracher sur la surface à 600 km par seconde. 600 km par seconde, c'est inatteignable par notre technologie dès lors qu'il s'agit d'un objet d'une masse importante, mais ça reste très petit par rapport à la vitesse de la lumière. Et donc à la fin du XVIIIe siècle, il y a 2 chercheurs, Laplace, le français, et Mitchell, l'anglais, qui se posent la question: mais qu'est-ce qui se passe si la vitesse de libération à la surface d'un objet, c'est égal ou supérieur à la vitesse de lumière? Et donc, ils devinent que la lumière va peut-être pas pouvoir s'en échapper. Et donc, le concept de trou noir, qui n'est pas encore nommé, hein, l'expression trou noir est date des années 60, il émerge à ce moment-là. Mais très vite, ça devient une question académique, au sens où on peut essayer de faire une application numérique. Quelles doivent être les caractéristiques d'un astre capable de piéger la lumière? Donc vous partez d'un objet qui a la masse du Soleil et vous regardez quel doit être son rayon pour qu'il piège la lumière, et la réponse que vous trouvez, c'est 3 km, c'est-à-dire 200 000 fois plus petit que ne l'est le Soleil, et donc 200 000 fois 200 000 fois 200 000 fois plus dense. Vous devriez comprimer le Soleil pour qu'il atteigne des densités de l'ordre de 10 milliards de tonnes par centimètre cube. Donc 1 million de tours Eiffel compactées dans un dé à coudre, d'accord, pour que cet objet retienne sa lumière. Donc a priori, c'est des conditions physiques qui sont tellement extrêmes que le premier réflexe, c'est de se dire que ça ne peut pas exister. Alors cela dit, le critère qui détermine si on a un trou noir, c'est pas la densité, c'est autre chose. Et donc la densité va dépendre de la masse. Et si vous regardez un objet de plus grande masse, il y a moins besoin de comprimer pour le transformer en trou noir. Donc prenons un objet de densité connue, la Terre. La Terre, c'est 5,5 grammes par centimètre cube. Quelle quantité de masse et donc quelle taille doit avoir un astre qui a cette densité-là pour le transformer en trou noir? La réponse est 170 millions de kilomètres, donc un astre qui est plus gros que la taille de l'orbite terrestre. Et à ce moment-là, cet astre, il fait 57 millions de fois la masse du Soleil. Donc pour fabriquer un trou noir, soit vous avez des petites masses, auquel cas vous avez des densités délirantes, soit vous avez des densités raisonnables, mais vous avez une masse qui est tout aussi délirante. Donc à l'époque, a priori, on ne voit pas comment ces objets pourraient exister. Et la situation va changer dans le premier tiers, disons, du XXe siècle, parce qu'on va commencer à trouver des astres beaucoup plus compacts, où règnent des conditions physiques qui sont déjà plus proches de celles qui nous intéressent. Donc dans les années 1910, on va découvrir des objets qu'on appelle des naines blanches. Donc, vous avez une naine blanche sur cette image, c'est celle-là.
Ici, vous avez une étoile qui est Sirius, et Sirius possède un compagnon qu'on appelle Sirius B. Et ces deux objets sont de masse comparable. Pourquoi cet objet-là est beaucoup moins brillant? Il y a deux possibilités, soit il est plus froid, soit il est plus petit. Moins il est chaud, moins il brille, hein, c'est normal, vous voyez ça avec le grill de votre four, et plus il est petit, plus la surface éclairante est limitée, donc moins ça brille. Et en fait, quand on fait des mesures, on se rend compte que Sirius B est beaucoup plus chaude que Sirius A. Donc à taille identique, Sirius B devrait être beaucoup plus brillante que Sirius A. Or, c'est le contraire, donc ça prouve que Sirius B est un objet vraiment très petit. C'est un objet de masse stellaire, mais de taille planétaire. En gros, c'est la masse du Soleil dans le volume de la Terre. À nouveau, vous faites l'application numérique. C'est un objet qui a une densité de l'ordre de 1 tonne par centimètre cube, donc c'est déjà énorme, hein, votre bagnole dans un dé à coudre. Okay. Et évidemment, comme il est très compact, il a un champ de gravité très fort en surface, et sa vitesse de libération est déjà de 6000 km par seconde. 6000 km par seconde, c'est beaucoup et peu à la fois, ce n'est que 2% de la vitesse de la lumière, donc cet objet est loin d'être un trou noir. Vous n'avez même pas besoin d'aller à 1/50e de la vitesse de la lumière pour pouvoir vous échapper de cet objet. Donc il est loin de pouvoir retenir la lumière. Mais moins de 20 ans plus tard, on va soupçonner l'existence et puis prouver l'existence d'objets qu'on appelle des étoiles à neutrons. Donc une étoile à neutrons, je vous passe le pourquoi du comment, c'est 1,4 fois la masse du Soleil et un rayon qui est de l'ordre de 10 km. Et à ce moment-là, la densité du Soleil, une fois et demi Soleil que vous mettez dans un rayon de 10 km, on approche le milliard de tonnes par centimètre cube dont j'ai parlé. Cet objet n'est pas un trou noir, mais sa vitesse de libération est très élevée, c'est 200 000 km par seconde, c'est-à-dire 2/3 de la vitesse de la lumière. Donc ces objets, on va soupçonner leur existence sur foi d'arguments théoriques assez pertinents, et puis on va prouver leur existence de façon définitive dans les années 60. Donc finalement, dans les années 60, on sait qu'il existe des objets qui ne sont pas très différents des trous noirs. Et donc l'idée de se dire, on comprime un peu une étoile à neutrons, qu'est-ce qui se passe? Il se passe probablement que ça se transforme en trou noir. Donc le concept vient de là, il s'impose assez naturellement à mesure que l'on se rend compte qu'il existe des objets beaucoup plus compacts, beaucoup plus denses que ce que l'on connaît dans le système solaire. Alors la difficulté, c'est prouver que ces objets existent effectivement. Et donc ça, c'est compliqué parce qu'il y a toute une chaîne de raisonnement qui doit être à l'œuvre, que je vais ébaucher ici sans la décrire. Donc la première étape, c'est de comprendre ce que sont les étoiles. Comprendre que le Soleil est une étoile comme une autre, ça se démontre en prouvant que les étoiles sont très loin et que le différentiel d'éclat entre le Soleil et les étoiles, c'est juste lié à un différentiel de distance. Donc ça, c'est milieu du 19e siècle. Ensuite, ne plus faire de l'astronomie, mais faire de l'astrophysique, s'interroger, c'est quoi une étoile? Comment la densité, la pression, la température augmentent à mesure que l'on va vers le centre? Année 1920 à peu près. Résoudre un mystère qui existait depuis au moins 200 ans, quelle est la source d'énergie des étoiles? Pendant longtemps, on ne connaissait pas l'énergie nucléaire, donc on ne comprenait pas comment le Soleil pouvait briller aussi intensément pendant aussi longtemps. Fin des années 30. Et une fois que vous avez à peu près compris ce qu'est une étoile, démontrer qu'une étoile, ça va évoluer au cours du temps de façon différente en fonction d'un paramètre décisif qui est la masse. Années 60. Et à partir de là, commencer à soupçonner que certaines étoiles, les plus massives, peuvent donner naissance à un trou noir. Okay, sauf qu'à ce moment-là, on a un petit problème, c'est que je vous ai dit, le concept de vitesse de libération, je lance un caillou et s'il va suffisamment fort, il ne retombe pas. Mais un caillou, il est attiré d'après les lois de la gravitation édictées par Isaac Newton parce qu'il a une masse. Donc on peut facilement adapter le concept de vitesse de libération à la trajectoire d'un caillou. Sauf qu'un rayon lumineux, c'est pas un caillou, c'est pas quelque chose qui a une masse. Et donc, est-ce qu'on est sûr que la lumière interagit avec un champ de gravité? Et si oui, comment ça interagit? Et en fait, les lois de Newton qui ont été utilisées pour faire émerger le concept, elles ne sont pas très opérantes pour dire ce qui arrive à la lumière quand il y a un champ de gravité très fort. Pour ça, il faut changer les lois de la gravitation, utiliser une version plus sophistiquée de ces lois, qui est donc ce qu'on appelle la relativité générale. Ces lois ont été découvertes ou publiées en 1915, mais en fait, pendant 50 ans, on n'avait pas tout compris, et notamment, on n'avait pas compris le concept de trou noir. Comment le concept de trou noir
pouvait être décrit par ces objets-là. Et si on le comprend dans les années 60, c'est essentiellement parce que la nécessité s'en fait sentir, parce qu'on soupçonne que les trous noirs pourraient exister. C'est comme ça que ça marche. Et une fois que vous avez tout ce cadre théorique-là, il faut confronter ce scénario avec des observations, prouver par l'observation que ces objets existent. Et pour des raisons que je vous décrirai peut-être, ça nécessite à la fois de la technologie du XXe siècle et d'exhumer des très anciens récits d'observation, notamment un du XIe siècle, fait en Asie, en Extrême-Orient, par des astronomes chinois. Donc si vous êtes amoureux de l'astronomie, vous avez peut-être déjà compris ce que ce 1054 veut dire. Alors, que sait-on des trous noirs? Il y a deux catégories, il y a les petits et les gros. Les petits sont nombreux, on ne sait pas combien ils sont, on sait comment ils se forment, et on ne sait pas les trouver, pour faire court. On sait comment ils se forment, c'est-à-dire qu'ils sont issus de l'évolution de certaines étoiles, mais un trou noir, une fois formé, est un objet d'une grande discrétion, puisqu'il n'émet pas de lumière. Donc l'immense majorité des trous noirs qui existent sont des objets totalement indétectables. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on connaît quelques dizaines de trous noirs dans notre galaxie, mais on est à peu près convaincu qu'il y en a quelques dizaines de millions. Donc on ne connaît au mieux qu'un trou noir sur 1 million, ce qui vous donne une idée de la discrétion de ces objets. Leur masse, on soupçonne que ça commence à 3 fois la masse du Soleil jusqu'à quelques dizaines, même si on pratique que c'est plutôt 5 fois la masse du Soleil pour les trous noirs les moins massifs que l'on connaît. Et à cette première population, se superpose une population totalement antinomique en termes de masse. Les trous noirs dits supermassifs sont beaucoup plus massifs. En termes de nombre, un trou noir supermassif par galaxie, au lieu de plusieurs dizaines de millions. Et en termes de conditions de formation, on ne sait essentiellement pas comment se forment et évoluent ces trous noirs supermassifs. On constate qu'ils sont beaucoup plus massifs. Ça signale au minimum une évolution très différente, mais possiblement une formation très différente. Voilà. Alors, je vais vous parler des trous noirs dont on comprend bien le mode de formation, les trous noirs stellaires. Donc, avant de vous parler des trous noirs stellaires, parlons des étoiles. C'est quoi une étoile? Une étoile, c'est un machin qui se contracte et qui cesse de se contracter. Donc, le machin en question, c'est un nuage de gaz qui s'étend sur éventuellement plusieurs années-lumière. Et pour diverses raisons, il se met à se contracter sous l'effet de son propre poids. Vous savez tous que quand on comprime de l'air, vous pouvez faire l'expérience avec une pompe à vélo, quand on comprime de l'air, il s'échauffe, quand on détend de l'air, il refroidit. Donc ce nuage qui se contracte sous l'effet de son champ de gravité, il s'échauffe. Et éventuellement, il va atteindre une température suffisamment élevée pour que des réactions nucléaires s'amorcent à l'intérieur. À ce moment-là, l'étoile naît, on va utiliser ce terme très biologique. Et l'énergie dégagée par ces réactions nucléaires génère de la pression qui va contrebalancer le phénomène de contraction. Et donc l'étoile cesse de se contracter parce qu'elle produit de l'énergie par des réactions nucléaires. Sauf que ceci ne peut pas durer indéfiniment. Vous ne pouvez pas fabriquer une quantité infinie d'énergie à partir d'une quantité finie de masse. Donc tôt ou tard, cette étoile va s'arrêter de briller. Elle va s'arrêter de produire des réactions nucléaires. Et donc la contraction va se poursuivre. Et donc ça vous dit immédiatement que les cadavres stellaires sont toujours plus compacts que les étoiles qui leur ont donné naissance. Et les objets dont j'ai parlé tout à l'heure, naine blanche, étoile à neutrons, trou noir, sont en fait des cadavres d'étoiles beaucoup plus compacts que leur étoile parente. Alors si je résume l'évolution stellaire en nain transparent, ça donne ça. Vous avez au départ un nuage qui se contracte, on va appeler éventuellement une proto-étoile, et puis son devenir va dépendre de sa masse. Déjà, s'il n'y a pas assez de masse, si l'objet fait moins de 8% de la masse du Soleil, la température centrale atteinte lors de la contraction n'est pas suffisante pour amorcer des réactions nucléaires. Donc l'objet est très chaud parce qu'il se contracte, mais il va se stabiliser dans un état qui ressemble à une sorte de planète très massive, et on appelle ça une naine brune. Donc naine parce que c'est petit, et brune parce que ça brille pas beaucoup. C'est chaud à sa formation. Comme c'est petit, ça met du temps à se refroidir, mais la température va tout le temps en décroissant au lieu de se stabiliser dans le cas d'une étoile. Donc ces naines brunes n'ont aucun intérêt dans ce que je vais vous raconter, même si on pratique, on fabrique probablement au moins autant de naines brunes que d'étoiles dans l'univers, mais ces naines brunes ne vont pas intervenir ici.
Ensuite, si l'étoile est de faible masse, c'est-à-dire entre 8 et 50% de la masse du Soleil, vous avez ce qu'on appelle une naine rouge, qui est une étoile de faible masse et qui va faire des réactions nucléaires, mais avec beaucoup de parcimonie, ce qui veut dire qu'elle va briller pendant très longtemps. Donc aucune naine rouge n'a fini de briller, puisque l'espérance de vie des naines rouges les plus éphémères, c'est 50 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près 3 à 4 fois l'âge de l'univers. Donc ces naines rouges vont briller pendant encore très longtemps, et puis elles vont s'arrêter de briller en continuant à se contracter, et vont se stabiliser en ce qu'on appelle une naine blanche. Une naine blanche, c'est la masse de l'étoile dans le volume de la Terre, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc pour ces objets, il faut parler au futur, parce que on n'en est pas encore là, mais ce sera le cas tôt ou tard. Si vous avez une étoile de type solaire, c'est-à-dire entre 50% de la masse du Soleil et 8 fois la masse du Soleil, alors c'est un peu plus compliqué parce que vous allez avoir plusieurs étapes dans la vie de l'étoile. Vous savez peut-être que le Soleil, comme toutes les étoiles de sa catégorie de masse, va beaucoup grossir en fin de vie, ce qui sera une très mauvaise nouvelle pour la Terre. Le Soleil va grossir d'un facteur 250 alors que la distance Terre-Soleil, c'est 230 fois le rayon du Soleil. Donc, un problème, mais on ne sera plus là. Et en fin de vie, que se passe-t-il? Le Soleil devient très gros, il a du mal à retenir sa masse puisque les couches externes du Soleil sont très loin du Soleil, donc il perd de sa masse, et en perdant de sa masse, il passe dans un stade très bref qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire, c'est la masse de l'étoile qui est expulsée et qui est éclairée de l'intérieur par l'étoile qui n'a pas encore fini de briller. Donc c'est très joli, mais ça ne dure pas très longtemps. Et ensuite, l'objet se transforme en une naine blanche. Donc c'est le cas de Sirius B dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si l'étoile est très massive, c'est très différent. Parce que l'étoile va briller beaucoup plus intensément, avec un cycle de vie beaucoup plus bref. L'espérance de vie du Soleil, c'est 12 milliards d'années. L'espérance de vie d'une étoile de 30 fois la masse du Soleil, c'est 12 millions d'années. Et pour des raisons un peu complexes, l'étoile va être sujette à une instabilité à un moment de sa vie, qui va voir son cœur se contracter presque instantanément d'une taille de 10 000 km à 10 km. Donc le cœur de l'étoile implose. Vous ne le voyez pas, puisque vous voyez l'extérieur de l'étoile. Les couches internes de l'étoile, n'étant plus supportées par le cœur très gros, tombent sur le cœur très petit, vont rebondir. Et ça va générer une onde de choc qui va disloquer l'étoile. Et donc extérieurement, on a l'impression que l'étoile explose, ce qu'on appelle une supernova. Et à l'issue de la supernova, le cœur de l'étoile reste là. Et donc, selon les cas, selon le degré auquel il a été comprimé, on va soit avoir une étoile à neutrons. Donc une étoile à neutrons, c'est 1,4 fois la masse du Soleil dans un rayon de 10 km. Soit un trou noir, c'est-à-dire un objet encore plus compact. Et ce qui distingue l'un de l'autre, c'est la masse de l'étoile au moment où elle explose. Et grosso modo, quand l'étoile n'est pas trop massive, c'est-à-dire entre 8 et 15 fois la masse du Soleil, on pense qu'on obtient une étoile à neutrons. Au-delà de 15 fois la masse du Soleil, on obtient un trou noir, mais les chiffres sont relativement incertains aujourd'hui parce que cette étoile, avant d'exploser en supernova, elle a perdu beaucoup de masse, et ce qui compte, c'est la masse de l'étoile au moment de la supernova, pas à la naissance, et il n'est pas du tout garanti qu'une étoile perd une quantité de masse proportionnelle à sa masse de départ. Donc, qu'est-ce qui, dans les étoiles très massives, donne une étoile à neutrons, un trou noir? On ne sait pas bien. Donc, pour résumer, une étoile de faible masse, ça donne une nébuleuse planétaire et une étoile mourante, et une étoile de forte masse, c'est une explosion d'étoiles qui se dissipe de façon plus brutale et de façon plus turbulente, je dirais, dans l'univers. Une forme en général moins régulière. À quoi ressemble une supernova? Il faut voir, pour dire à quoi ça ressemble, c'est bien de voir le avant-après. Donc il y a une seule supernova dont on a le avant-après. Donc ici, à gauche, vous avez un cliché qui a été pris dans une galaxie satellite de la Voie lactée, qui est le Grand Nuage de Magellan. Ce cliché date, je crois, de juin 86. À cette distance-là, on voit individuellement les grosses étoiles du nuage de Magellan. On ne voit pas leur disque, mais on les voit comme des points. Bon, cette étoile-ci est clairement parmi les plus lumineuses, donc probablement parmi les plus massives, mais il n'y a pas grand-chose qui la distingue des autres points lumineux ici. Et puis en février 87, voilà où on en était. Et donc vous voyez que cette étoile qui était déjà très brillante pour des standards stellaires est devenue incomparablement plus brillante. Voilà.
Alors, les supernovas, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Ben non, pas vraiment. Dans notre galaxie, si on exhume des anciens témoignages de nos très glorieux et lointains prédécesseurs, on estime qu'il y a 8 supernovas qui ont été observées depuis 2000 ans. Donc les années sont écrites là, 185, 386, 393, 1006, 1054, 1181, 1572, 1604 et 2000, je ne sais pas combien. Donc quand j'ai commencé à faire mes conférences, il y avait 2010. Maintenant j'ai mis 2020. Il est probable que, peut-être qu'à ma retraite, je mettrai 2040, toujours avec un point d'interrogation. Donc on ne sait pas quand ça aura lieu. C'est pas parce que ça fait 400 ans qu'il n'y en a pas eu que ça augmente les chances qu'il y en ait une demain. Hein, voilà, c'est un flux irrégulier. Alors, il y a probablement plus de supernovas que ça dans notre galaxie. On estime que c'est plutôt une par siècle. Comment ça se fait qu'on en ait vu 8 en 2000 ans? Tout simplement parce que notre galaxie, c'est une galaxie spirale. On la voit par la tranche. Et quand on voit notre galaxie par la tranche, on a les étoiles, mais on a le gaz et les poussières qui absorbent la lumière. Et même un phénomène aussi lumineux qu'une supernova, si elle est à l'autre bout de la galaxie, il y a trop de gaz et de poussière sur la ligne de visée pour qu'on la voie. Et donc il y a eu des supernovas plus récemment que 1604, mais on ne les a pas vues. On les détecte aujourd'hui par le débris de l'explosion que l'on voit en expansion, mais on n'a pas vu le flash de l'explosion à l'époque. Donc peut-être qu'il y a une supernova invisible qui a eu lieu il y a 3 jours, mais parce que trop loin, on ne l'a pas vue. Voilà. Alors, comment est-on sûr que les supernovas donnent naissance aux trous noirs, me direz-vous? Parce qu'on peut observer ça dans d'autres galaxies, on a des indications plus intéressantes. On en a notamment 2 en 1979 dans une galaxie proche de la nôtre qui s'appelle M100. M100, c'est un objet que vous voyez dans un petit télescope d'amateur, hein, c'est vraiment la banlieue galactique proche. Il y a eu une supernova, et aujourd'hui, quand on regarde à l'endroit où a eu lieu cette supernova, on observe des processus énergétiques. Alors, c'est pas de l'imagerie, hein, on observe un pixel de cette galaxie et on étudie la lumière émise par ce pixel. Et ce que l'on récupère comme information est incompatible avec le fait que ce soit une étoile à neutrons qui ait été formée. Donc, par élimination, on en déduit que c'est probablement un trou noir. Et puis la preuve peut-être la plus visuelle, c'est ce qu'on va appeler une supernova ratée. Je vous ai dit, une supernova, c'est le cœur de l'étoile qui implose, le reste qui tombe sur le cœur, qui rebondit, et ça fait l'explosion. Mais en fait, il y a une autre issue, c'est qu'il y a tellement de matière qui tombe sur le cœur que ça comprime un peu plus le cœur, ça le transforme en trou noir, et le trou noir engloutit de l'intérieur l'étoile, et à ce moment-là, il n'y a pas de supernova. Donc on appelle ça une supernova ratée, parce que l'étoile se fait très rapidement dévorer de l'intérieur par le trou noir qui se forme. Et donc ça, c'est ce qu'on a observé dans une galaxie également assez proche, qui s'appelle NGC 6946. Donc pareil, c'est une galaxie peu connue parce que assez proche du plan de notre galaxie, donc elle n'est pas facile à voir, mais en fait, on peut quand même l'observer. Et donc vous avez ici 2 clichés qui ont été faits à 8 ans d'intervalle par le télescope spatial, avec une amélioration de sa caméra d'un cliché à l'autre, d'où le fait que le cliché de 2015 est de bien meilleure qualité que celui de 2007. Eh bien, dans cette galaxie, il y a clairement une étoile qui a disparu. Or, cette galaxie, ici produit beaucoup de supernovas. C'est une galaxie où il y a beaucoup d'étoiles qui se forment et beaucoup d'étoiles qui meurent. Dans cette galaxie, elle est très régulièrement observée. Et à cet endroit-là de cette galaxie, on n'a pas vu de supernova entre 2007 et 2015. Et c'est pas possible qu'on l'ait ratée. Si on ne l'a pas vue, c'est qu'elle n'a pas eu lieu. Et donc, c'est une supernova ratée, l'étoile qui a directement disparu. Donc voilà la preuve la plus visuelle, je dirais, que les supernovas donnent naissance à des trous noirs. Alors du coup, comment on sait que les trous noirs existent, si on a tellement de mal à voir les trous noirs se former? Eh bien, on sait que ça existe par le fait qu'on détecte les trous noirs par leur influence sur leur environnement. Donc il y a 2 possibilités pour ça. Pour les trous noirs stellaires, la possibilité numéro 1, c'est que la plupart des étoiles, en fait, vivent en couple, ou par groupe de 3, 4. Et donc, vous pouvez très bien partir d'une situation avec une étoile massive et une étoile normale. L'étoile massive évolue plus rapidement, donc se transforme en trou noir avant que l'étoile normale ait fini de briller. Et si l'évolution du système fait que les 2 objets sont relativement proches, vous avez un trou noir
relativement proche d'une étoile, et le trou noir va en gros vampiriser, alors très lentement, mais sûrement, la matière de l'étoile. Donc l'étoile va perdre un peu de sa matière, avoir une forme un peu comme une poire ou une goutte d'eau, vous voyez, et puis il y a un fin filet de matière qui va s'écouler de l'étoile vers le trou noir, ça va former un disque. Ce disque, il tourne de plus en plus vite à mesure qu'on est très proche du trou noir, et quand ça tourne de plus en plus vite, ça frotte de plus en plus, et ça chauffe de plus en plus. Donc ce disque est très chaud, il émet de la lumière, pas tellement sous forme de lumière visible, mais sous forme de rayons X. Donc en lumière visible, vous voyez l'étoile, en rayon X, vous voyez la partie interne du disque. Des fois, par exemple, les rayons X disparaissent pendant quelques heures, parce qu'en fait, vous voyez le système par la tranche et l'étoile passe devant. Donc selon la configuration orbitale du système, vous pouvez reconstituer la géométrie du système, et vous pouvez avoir des contraintes sur la masse de l'étoile que vous voyez, et de l'objet invisible que vous ne voyez pas. Et cet objet invisible, pour qu'il y ait des phénomènes aussi énergétiques autour de lui, c'est forcément un cadavre stellaire, soit une étoile à neutrons, soit une naine blanche, soit un trou noir. Ni les étoiles à neutrons, ni les naines blanches ne peuvent avoir une masse de plus de 3 fois la masse du Soleil. Donc si vous prouvez qu'on a un système comme ça, et que la masse de cet objet, c'est plus de 3 ou 4 fois la masse du Soleil, vous êtes sûr que c'est un trou noir. Donc les trous noirs sont restés longtemps des objets un peu mystérieux, parce que la preuve de leur existence est un peu une preuve à la Sherlock Holmes. Vous voyez, on exclut tout ce qui n'est pas possible, et la seule solution qui reste, l'hypothèse trou noir, est forcément la vérité. Et donc pendant longtemps, les gens se disaient « Ah oui, mais peut-être qu'on a oublié un truc, peut-être qu'il y a une alternative à laquelle on a pensé, et ce truc-là qu'on pense être un trou noir, en fait, ça n'en est pas un. » Donc pendant longtemps, les gens ont eu beaucoup de réticence pour admettre que les trous noirs existaient malgré l'accumulation des preuves, parce que les preuves, c'est toujours essentiellement des preuves par élimination. Donc ça, c'est pour les trous noirs stellaires, et des systèmes comme ça, suffisamment propres pour qu'on puisse avoir des informations sur la masse de l'objet central, il n'y en a que quelques centaines dans notre galaxie, d'où le fait qu'on ne connaît que quelques dizaines de trous noirs, quelques centaines de candidats trous noirs, mais dont la masse est mal évaluée, donc on n'est pas sûr que c'est un trou noir. Mais il faut quand même avoir beaucoup de chance pour que ces systèmes permettent de façon non ambiguë d'identifier que c'est un trou noir. Donc ça, c'est pour les trous noirs stellaires. Pour les trous noirs supermassifs, ben, c'est plus simple, parce qu'un trou noir supermassif étant plus massif, il a une zone d'influence beaucoup plus grande. Et dans ce contexte, on va voir directement à l'œil, par imagerie, l'influence du trou noir. Donc si on peut lancer la vidéo FF, vous allez voir. Donc si vous étiez là tout à l'heure, vous allez voir la même séquence que j'ai montrée. Donc ce que je vais vous montrer, c'est une série de clichés qui ont été faits entre 92 et 2006. Ces clichés, en vrai, les clichés bruts, il y a plein d'étoiles. Et ce que l'on garde d'un cliché à l'autre, c'est ce qui change. On enlève ce qui ne change pas. Donc toutes les étoiles d'avant-plan qui n'ont aucun intérêt, je dirais. Et on ne va voir que ce qui change. Et ce qui change, ben, c'est les mouvements des étoiles autour de, ben, vous allez voir, autour d'un point qui n'émet pas spécialement de lumière. Donc en haut, à gauche, vous avez l'année. Hein. Si c'est possible de mettre la vidéo en boucle pour que... Voilà. Donc vous allez voir, voilà, en haut à gauche vous avez l'année, hein, donc on part de 92, on arrive à 2006, donc aujourd'hui il y a des films plus longs qui existent, mais on n'a pas besoin de plus. Toutes ces trajectoires, vous voyez, sont régulières, hein, ce sont des trajectoires assez simples, qui sont des trajectoires qu'on appelle elliptiques. Et donc les lois de la mécanique céleste vous dites que quand vous êtes en orbite autour d'un objet, vous avez une trajectoire elliptique, qui peut être très peu elliptique, c'est-à-dire circulaire, ou de beaucoup plus allongée. Mais en tout cas, les trajectoires de chacune de ces étoiles sont toutes compatibles avec le fait qu'elles sont attirées par un objet central qui est ici. Et vous pouvez déterminer par les lois de la mécanique céleste quelle masse vous devez mettre là, et c'est 4,1 millions de fois la masse du Soleil. Sachant que l'étoile dont on suit le mouvement le plus précisément, celle-ci là, elle a une distance d'approche à cet objet-là qui est de, je crois, 30 milliards de kilomètres. Donc dans une sphère qui fait 30 milliards de kilomètres de rayon, vous avez 4 millions de fois la masse du Soleil.
Et donc, vous pouvez vous amuser à regarder qu'est-ce qui se passe si je mets 4 milliards de soleils dans un volume aussi petit. Bah, si vous mettez 4 milliards de soleils, très rapidement, vous allez avoir des collisions dans tous les sens, des explosions, ça va faire beaucoup de lumière. Là, vous avez 0 lumière, donc vous en déduisez à nouveau un peu par élimination que vous avez un trou noir qui est là. Voilà. Si on peut revenir au slide. Voilà, donc les trous noirs existent. Malgré leur grande discrétion, on est capable de les détecter. Alors, est-ce qu'on peut les voir? Moi, si j'ai fait les travaux que vous avez vus tout à l'heure, c'est que j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Et si j'ai entrepris ces travaux, c'est essentiellement que la question de à quoi ça ressemble, les gens ne se l'étaient pas trop posé. Et donc l'exemple que je donne, c'est un livre écrit alors, par un astrophysicien pas forcément très connu du grand public, qui s'appelle Subrahmanyana Chandrasekhar. Il a eu en 85 le prix Nobel de physique pour l'ensemble de son œuvre d'astrophysicien. Et 2 ans plus tôt, il avait écrit un livre sur les trous noirs. Et il était extrêmement fier de ce livre sur les trous noirs, puisque quand en 85 il reçoit le prix Nobel, il fait son discours habituel. Et dans ce discours, il se plaint. Il se plaint qu'on n'ait pas cité ce livre comme raison qui lui avait fait mériter ce prix Nobel. Donc pour lui, c'était vraiment la grande œuvre de sa vie. Et donc ces livres sont bourrés d'équations. Chandrasekhar, c'était quelqu'un qui avait plein de calculs et qui ne se trompait pas beaucoup. Et en fait, il parle de plein de choses sur les trous noirs, sur les aspects mathématiques, mais il y a essentiellement un seul schéma qui est censé vous... Alors, je ne sais pas si vous devinez ce qu'il est en train de montrer là. Voilà, il vous parle du cône d'évitement à différentes distances du centre. Même la légende n'est pas claire. En fait, il vous dit quelle est la taille apparente du trou noir, quelle taille il occupe sur le ciel en fonction de la distance qui nous sépare de lui. Mais vous voyez, le schéma ni la légende ne sont très explicites. Donc, à quoi ressemble un trou noir? Quand j'ai commencé ces travaux en 2006, essentiellement, quand on voulait savoir à quoi ressemblait un trou noir, on allait sur Google et puis vous sortez des vues d'artistes estampillées NASA, mais vues d'artistes. C'est-à-dire que l'artiste avait été payé par la NASA, mais il n'avait pas été conseillé par la NASA. Et donc toutes ces vues d'artistes, en fait, ont en commun le fait que ce qu'elles montrent est inexact. Non pas parce que les artistes sont des imbéciles, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir fait un master d'astrophysique, mais parce qu'ils n'ont pas été conseillés par des scientifiques sur à quoi ça ressemble. Mais en fait, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, ça ne sert à rien de demander à un artiste de dessiner un truc dont vous lui expliquez ce que ça doit être, ce que ça ne doit pas être. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, en tant que scientifique, vous le faites vous-même. Et donc, c'est ça que moi j'ai fait, que vous avez vu en début d'après-midi. Alors, pourquoi ne peut-on pas voir des trous noirs par imagerie directe? Tout simplement parce qu'il y a un problème de taille. Donc, je vous ai dit, pour transformer le Soleil en trou noir, il faut qu'il ait un rayon de 3 km. Les calculs vous disent que le rayon d'un trou noir, c'est 3 km par masse solaire. Donc, un trou noir de 10 masses solaires, c'est un rayon de 30 km. Donc, prenons l'exemple du premier trou noir identifié de façon certaine. Il s'appelle Sinus X1, donc 10 fois la masse du Soleil. La distance qui nous sépare de Sinus X1, c'est 5600 années-lumière. Donc si vous voulez des kilomètres, vous multipliez 5600 par 10 000 milliards. 30 km vu à 10 000 milliards fois 5600 km de distance, c'est pas beaucoup. Et donc si vous faites une règle de 3, c'est comme voir un détail de 1 micron sur la Lune. Donc si vous pensez être capable de voir une bactérie sur la Lune, alors vous pouvez peut-être voir Sinus X1, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Même si vous n'avez pas fait d'études scientifiques, vous doutez bien qu'on ne peut pas voir une bactérie sur la Lune depuis la Terre. Okay. Par bonheur, la situation s'améliore grâce au trou noir supermassif. Donc le trou noir supermassif de notre galaxie s'appelle pour diverses raisons SGR à étoile. Il est à peu près 4 fois plus éloigné que Sinus X1, 26 000 années-lumière au lieu de 5600, il y a un facteur 4. Mais il est 400 000 fois plus massif, donc 400 000 fois plus gros. Donc vous perdez un facteur 4 à cause de la distance, mais vous récupérez un facteur 400 000 grâce à la taille. Et donc cet objet, il apparaît comme s'il était 10 000 fois plus gros que le précédent. Donc vu à la distance de la Terre, c'est 100 000 microns, c'est-à-dire 10 cm. Donc si vous êtes capable de voir un pamplemousse sur la Lune, une sphère de 10 cm, les communiqués de presse ont pensé à un pamplemousse, j'y peux rien. Alors vous pouvez peut-être voir la silhouette de cet objet. Mais on sent bien que voir un pamplemousse sur la Lune, c'est pas facile.
Et alors, on peut voir en fait 2 trous noirs supermassifs, parce que la Voie lactée n'est pas très éloignée d'une galaxie géante qui s'appelle M87, donc à nouveau un objet que on peut voir avec un petit télescope d'amateur. Cette galaxie est 2000 fois plus éloignée que le centre galactique, 53 millions d'années-lumière au lieu de 26 000, donc c'est un facteur 2000. Mais comme cette galaxie est géante, son trou noir est géant, et il fait 6 milliards et demi de masse solaire, au lieu de 4 millions. Donc elle est son trou noir est 1600 fois plus massif, et donc 1600 fois plus gros. Et donc ce que vous perdez de facteur 2000 à la distance, vous le compensez presque exactement grâce à la taille. C'est un peu un hasard. Et donc ces 2 objets sont des objets que l'on peut espérer imager depuis la Terre, pourvu qu'on soit capable de voir un pamplemousse sur la Lune. Alors comment fait-on pour voir un pamplemousse sur la Lune? Alors vous savez que ça ne sert à rien de grossir les images astronomiques, parce qu'au bout d'un moment c'est flou, et si vous grossissez du flou, c'est encore plus flou, vous ne voyez plus les détails. On dit que les télescopes ont un pouvoir de résolution, et les lois de l'optique vous disent que le pouvoir de résolution dépend de 2 choses. Ça dépend de la longueur d'onde de la lumière d'observation, et ça dépend du diamètre de votre télescope. Et c'est le rapport de ces 2 qui vous donne le pouvoir de résolution. Et donc vous pouvez calculer quelle est la taille que je devrais avoir pour un miroir de télescope pour voir un pamplemousse sur la Lune. Supposons que le télescope observe en lumière visible, donc comme le télescope spatial Hubble, quelle doit être la taille du miroir? La taille c'est 2 km. C'est pas 2 mètres, c'est 2 km. Donc vous vous doutez bien que ça va être difficile de convaincre les agences spatiales de construire un télescope de 2 km de diamètre. En fait, c'est même pas possible mécaniquement. Donc, a priori, on ne peut pas voir un pamplemousse sur la Lune. Mais on peut faire mieux grâce à une technique assez complexe qu'on appelle l'interférométrie. Donc, l'interférométrie, l'idée, c'est d'utiliser non pas un télescope, mais un réseau de plusieurs télescopes. Et à ce moment-là, si on combine astucieusement la lumière reçue individuellement par chacun de ces télescopes, on va simuler une sorte d'instrument virtuel dont le pouvoir de résolution va être donné non pas par le diamètre des télescopes, mais par la taille du réseau. D'accord ? Donc si vous avez un réseau de télescopes qui sont étalés sur plusieurs kilomètres, vous pouvez voir un télescope sur la Lune. Sauf que cette technique d'interférométrie faite en lumière visible, on peut la faire sur des télescopes qui sont espacés de quelques dizaines de mètres, mais pas quelques centaines et encore moins quelques kilomètres. Donc on ne peut pas voir un pamplemousse sur la Lune en lumière visible, mais on peut le voir en ondes radio. Le problème, c'est que les ondes radio, c'est des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, et que donc, pour voir un pamplemousse sur la Lune en ondes radio, il faut un réseau beaucoup plus grand. Et quelle est la taille du réseau? C'est 10 000 km. Et ça tombe bien, parce que 10 000 km, c'est la taille de la Terre. Donc si vous répartissez des radiotélescopes un peu sur toute la surface de la Terre, mais les plus espacés possibles les uns des autres, alors vous allez avoir une sorte de radiotélescope virtuel qui aura un pouvoir de résolution équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait un miroir aussi gros. On ne va pas faire un radiotélescope de 10 000 km de diamètre, mais on peut faire un réseau de quelques dizaines, enfin d'une dizaine de radiotélescopes existants ou que vous allez construire dans le but de rendre ce projet possible. Et donc, le réseau utilisé, il va du pôle sud, désormais au Groenland, il y en a un qui a été construit là, en passant par les îles Hawaï le plus à l'ouest, le Chili, l'Amérique du Nord, le Mexique, bientôt la Namibie, et deux instruments en Europe, dont un en France, sur le plateau de Bure. Et ces instruments sont indispensables, parce que si vous enlevez les Européens là, votre réseau, en fait, il est beaucoup plus petit. Donc chaque instrument est essentiel, surtout ceux qui sont en périphérie et surtout ceux qui sont les plus sensibles. Et donc les 2 plus sensibles, c'est ALMA qui est au Chili et NOEMA qui est en France. Donc même s'il y a peu de chercheurs français qui ont participé au projet dont je vais donner les résultats, il y a des instruments français qui ont participé de façon tout à fait essentielle, puisque ça c'est en France, et ça a une contribution européenne qui est de l'ordre de 40%. Alors, je vous passe ça, et je vais vous montrer, alors en haut, ce que vous voyez, c'est un extrait d'un article qui a été écrit en 1999, donc il y a 25 ans. Et les gens ont commencé dans les années 90, à la fin des années 90, à réfléchir à est-ce qu'on peut voir un pamplemousse sur la Lune. Alors, comment voir un trou noir? On peut dire, oui, un trou noir, c'est noir, noir sur noir, on ne voit rien, donc ça ne sert à rien, sauf que je vous ai dit, un trou noir, il peut être entouré d'un disque de matière,
Et donc en fait le disque de matière va offrir un fond lumineux qui va vous permettre de voir se découper la silhouette du trou noir sur le halo de lumière produit par la matière qui l'entoure. Donc vous pouvez tout à fait imaginer que le trou noir entouré de son disque, ça ressemble à quelque chose comme ça. Un disque avec un point sombre au centre, un donut si vous voulez. Et donc en fonction de combien de radiotélescopes vous utilisez, quelle est leur distribution sur Terre, vous n'allez pas avoir cette image-ci, mais vous allez voir une version dégradée de cette image. Donc si vous êtes informaticien, c'est un peu comme un fichier JPEG trop compressé. C'est vraiment le type de dégradation que l'on s'attend d'avoir en combinant plusieurs radiotélescopes. Et donc vous voyez que selon les cas, le donut il se transforme en une madeleine, en un Big Mac, mais des fois ça reste un donut. Vous voyez, c'est pas super folichon, mais on récupère le donut. Et donc, il y a 25 ans, les gens disaient, si on est capable de faire ça avec plein de radiotélescopes, voilà ce que l'on pourra observer. Sauf que pour mettre cette technique en œuvre, il vous faut non pas faire un temps de pause comme avec un télescope où vous ouvrez l'obturateur de votre appareil photo et vous attendez que la lumière entre. Pour voir ça, vous devez enregistrer en permanence, en gros, la phase de l'onde radio qui vous arrive. Et les ondes radio, ça vibre plus lentement que la lumière, mais ça vibre quand même très vite. Et donc, la vitesse, le flux de données que l'on devait enregistrer sur chacun des sites, c'était de l'ordre de 10 gigaoctets par seconde. Maintenant, projetez-vous un quart de siècle en arrière. Si vous aviez un disque dur à l'époque, la vitesse d'écriture sur les disques durs à la fin du XXe siècle, c'était 10 mégaoctets par seconde. Donc les disques durs étaient 1000 fois trop lents pour permettre de faire ce genre de choses. Et donc à l'époque, les gens se disaient, on est limité par le matériel informatique. C'est vraiment une limite matérielle, c'est pas une limite optique, c'est pas une limite budgétaire, il n'y a pas de disque dur qui écrivent aussi vite. Et donc les astronomes sont allés trouver les industriels qui fabriquent des disques durs que vous avez chez vous, Seagate, Western Digital, des trucs comme ça. Ils leur ont dit, est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer d'un facteur 1000 la vitesse d'écriture? Et si oui, dans combien de temps? Et donc les industriels ont dit, il n'y a pas de problème, on y arrivera. Mais il nous faut encore 15, 20, 30 ans de R&D pour pouvoir faire ça. Et donc les astronomes ont dit, bon, ok, on va attendre. Et donc, 20 ans après, vous avez cette image qui a été diffusée en avril 2019, qui est essentiellement celle-ci. D'accord ? C'est celle-ci, sauf alors le disque, il n'est pas très étendu. Pourquoi ? Parce que cette technique n'est sensible qu'à la partie la plus brillante du disque, qui est le bord interne. Donc le disque est en vrai beaucoup plus étendu que ça, mais ce que l'on est capable de détecter, c'est vraiment le bord interne, au centre duquel vous avez rien, parce que c'est le trou noir. Voilà. Donc ça, c'était avril 99, et 3 ans plus tard, vous avez eu la même chose pour le trou noir central de notre galaxie. Donc ça, c'est le trou noir géant de la galaxie M87, qui, pour diverses raisons techniques, est légèrement plus petit, mais plus facile à observer que le trou noir central de notre galaxie, qui a mis 3 ans de plus, avec une image qui est très critiquable, mais en gros, on voit la même chose, parce qu'on voit le même objet, juste plus petit et plus proche, et l'un compensant l'autre. Et donc, pour revenir à avril 2019, c'est le seul exemple à ma connaissance d'une actualité scientifique qui avait fait la une de la presse du monde entier. En général, quand vous avez un événement qui fait la une de la presse du monde entier, c'est une mauvaise nouvelle. Et donc, par exemple, en avril 2019, il y a 2 autres événements qui ont fait la une de la presse du monde entier. Il y a eu les attentats de Pâques au Sri Lanka, où il y a eu 500 morts, et il y a eu en avril 2019 l'incendie de Notre-Dame. Heureusement que Notre-Dame n'a pas flambé le jour de ce communiqué de presse. Sinon, on se serait fait avoir. Voilà. Non, mais à 3 jours près, on était dedans. Voilà, alors les trous noirs, on peut les voir. Il n'y en a que 2 qu'on peut voir, mais c'est déjà pas mal. Et on peut aussi les entendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, entendre des trous noirs? Donc, revenons à 1915. Albert Einstein écrit une nouvelle version des lois de la gravitation, plus précise que la précédente. Et il se rend compte qu'au lieu de dire que la gravité, c'est une force qui s'exerce à distance entre 2 objets, il comprend qu'une description plus pertinente, c'est de dire que la gravité, c'est une déformation de l'espace. Donc, les masses déforment l'espace, et l'espace déformé indique aux masses comment elles doivent se déplacer dedans.
Et une fois que vous savez ça en tête, imaginez deux objets en orbite l'un autour de l'autre. C'est deux déformations de l'espace qui bougent l'une autour de l'autre. Il se passe exactement ce qui se passe quand vous touillez une bassine avec une cuillère. Si vous secouez le truc à un endroit, ça va faire des petites vaguelettes qui s'éloignent à l'infini. Donc l'espace va vibrer sous l'action de masses qui se déplacent les unes par rapport aux autres, et donc c'est ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Donc en 1916, un an après avoir publié sa théorie, Einstein comprend le principe des ondes gravitationnelles, il prédit que cela doit exister, mais qu'on ne les observera jamais parce que, calcule-t-il, l'amplitude de ces ondes gravitationnelles est tellement faible que c'est totalement indétectable. Mais 50, 60 ans plus tard, on va se rendre compte qu'il y a un moment où il y a quand même beaucoup d'ondes gravitationnelles qui sont émises, c'est quand deux trous noirs entrent en collision. Est-ce que deux trous noirs entrent en collision? Ça peut arriver. Je vous ai dit, les étoiles peuvent naître par couple. Donc vous pouvez avoir un couple de deux étoiles massives qui se transforme en un couple de deux trous noirs. Deux trous noirs en orbite l'un autour de l'autre, ça va émettre des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, elles emportent de l'énergie, et en emportant de l'énergie, l'orbite des deux objets va s'user. Quand un satellite frotte sur les hautes couches de l'atmosphère, son orbite s'use et le satellite se rapproche de la Terre. Ici, ce n'est pas les frottements de ce type qui sont à l'œuvre, mais les ondes gravitationnelles usent l'orbite des objets qui en émettent. Et donc, à mesure que le temps passe, les deux objets spiralent l'un vers l'autre. Donc le signal d'onde gravitationnelle de deux trous noirs, mais de n'importe quels objets, c'est un signal qui va légèrement évoluer au cours du temps. Comme les objets se rapprochent l'un de l'autre, ils tournent de plus en plus vite l'un autour de l'autre. Donc la fréquence de l'onde augmente au cours du temps. Mais plus ils sont proches, plus la déformation de l'espace est importante et plus l'amplitude des ondes est élevée. Donc les ondes gravitationnelles de deux objets qui finissent par entrer en collision, c'est un signal qui augmente et en intensité et en fréquence. Et donc en électronique, un signal qui augmente en intensité et en fréquence, on appelle ça un chirp, ce qui en bon anglais veut dire un gazouillis. Parce que vous avez certains oiseaux dont le cri augmente en intensité et en fréquence. Donc, évidemment, les ondes gravitationnelles ne sont pas des sons, on est bien d'accord. Le son, c'est l'air qui vibre, l'onde gravitationnelle, c'est l'espace lui-même qui vibre. Et qui vibre de façon beaucoup plus imperceptible que le déplacement de l'air. Mais rien n'empêche de dire, voilà, si ce signal vibratoire c'était de l'air, je peux m'amuser à transformer ça en son. Et donc, je peux transformer en son le gazouillis de deux trous noirs. Donc, je vais vous faire écouter le gazouillis de deux couples de trous noirs qui sont entrés en collision, en m'excusant par avance du fait que ça ne tient pas du rossignol. Alors, vous allez comprendre. Donc, si on peut lancer la vidéo gazouillis. Donc vous allez entendre deux gazouillis différents de deux systèmes. Ça ne va pas être le même gazouillis, vous allez voir, il y a une différence. Et ça va être également moche. Et je vais vous expliquer pourquoi après, quand vous l'aurez entendu. Alors, un autre, c'est un peu différent. On réécoute le premier, ensuite le second. Et pour que vous ayez plus de temps, on va augmenter la durée. Voilà, je vous ai prévenu, c'était moche. Alors pourquoi c'est moche? C'est moche parce que le son d'un instrument, en fait, vous avez le mode fondamental et puis vous avez plein d'harmoniques. Oui, on peut, là pour le coup, on va arrêter. Voilà. Donc, dans un instrument de musique, quand vous faites vibrer une corde de violon, vous la faites vibrer de façon à ce qu'il n'y ait pas que le mode fondamental qui fait ce genre de choses, mais plein d'harmonies qui donnent l'épaisseur au son. Là, vous avez juste deux objets qui tournent l'un autour de l'autre, donc à un moment donné, vous n'avez qu'une seule fréquence, vous n'avez pas d'harmonique. Donc c'est pour ça que c'est globalement moche. Mais ces sons ridicules, malgré tout le côté ridicule qu'ils ont, ça vous donne la masse des trous noirs avant la fusion et la masse du trou noir produit par la fusion. Donc il y a beaucoup de science dans ce signal qui est très bref et très moche une fois qu'il est transcrit en son. Alors comment on fait pour détecter les ondes gravitationnelles? Pour détecter les ondes gravitationnelles, on va utiliser un instrument passif
C'est pour ça qu'on parle de entendre plutôt que de voir. Pour voir, vous pointez votre télescope dans une direction et vous voyez ce qu'il y a dans cette direction. Les ondes gravitationnelles, vous allez avoir un détecteur passif qui va voir passer, enfin qui va sentir passer des ondes gravitationnelles venant de toutes les directions. C'est exactement comme fonctionne votre oreille. Et donc c'est quoi une onde gravitationnelle? Donc imaginez que l'onde gravitationnelle se propage dans l'axe du verre. En passant, elle va comprimer une des directions perpendiculaires en étant dans l'autre, et puis le faire en alternance. D'accord? Donc si je suis capable de mesurer le diamètre vertical et horizontal de mon verre et de voir que ça bouge, je vois passer l'onde gravitationnelle. Donc l'équivalent du verre, en fait, ça va être deux faisceaux laser qui circulent dans deux directions perpendiculaires. Et par des méthodes très sophistiquées, on voit que la longueur du bras numéro 1 varie par rapport à la longueur du bras numéro 2. Et c'est comme ça qu'on détecte que l'onde gravitationnelle est passée. Donc je vous passe les détails. Et je reviens en 2016. La détection des ondes gravitationnelles, c'était 2016. Donc avant 2016, disons en 2014, les seuls trous noirs dont on connaissait la masse, c'était ceux qui étaient indiqués en violet ici, qui étaient les trous noirs dans notre galaxie. Je vous dis, on connaissait entre 20 et 30 trous noirs, c'est les points violets ici. Et puis en 2016, on détecte 3, peut-être 4 fusions de trous noirs, ou 5. Donc chaque fusion de trous noirs, vous voyez, il y a toujours 3 points, puisque c'est la masse des deux trous noirs avant la fusion, et le trou noir après fusion. Donc en 2016, on commence à détecter des choses, alors pas dans notre galaxie, les fusions de trous noirs c'est très rare, donc on détecte ça dans des galaxies très lointaines, ce qui est la difficulté de détection. Et puis 5 ans plus tard, on en est là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On est témoin d'un phénomène très connu en astronomie, c'est l'effet de seuil. C'est-à-dire pendant longtemps vous détectez rien parce que vous n'en êtes pas capable, et puis d'un coup vous détectez un événement parce que vous êtes juste au seuil, et en améliorant un tout petit peu vos instruments, vous en détectez beaucoup plus. Ça, on aurait pu faire le même diagramme sur les exoplanètes. Pendant des siècles, voire des millénaires, on ne savait pas qu'il existait des exoplanètes. En 95, on en détecte une, et 30 ans plus tard, on en détecte 6000. Donc là, c'est exactement la même chose qui est à l'œuvre. Évidemment, là, on peut commencer à faire de la science. On voit plein de choses. On voit donc des fusions de trous noirs qui ont rarement la même masse. On voit des fusions de trous noirs très massifs. Des fois, les deux trous noirs font plus de 80 masses solaires. On voit des fusions d'étoiles à neutrons avec des trous noirs. C'est par exemple ce truc-là. Ça plus ça a donné ça. On voit des fusions de deux étoiles à neutrons qui ont donné on ne sait pas trop quoi. Fusion de deux étoiles à neutrons, on ne sait pas si ça fait une grosse étoile à neutrons, un petit trou noir. Et donc, maintenant qu'on a franchi le seuil technologique de détection, que l'exploit technologique est réalisé, l'exploit est devenu banal et on fait de la science avec. Vous voyez, c'est très ingrat vis-à-vis des gens qui ont travaillé, mais c'est l'évolution normale. Pendant longtemps, on fait beaucoup d'efforts pour rendre quelque chose possible, mais on ne le fait pas pour la beauté du geste, on le fait pour faire de la science. Voilà. Donc il y a plein d'autres choses dont je pourrais parler, mais il est bientôt l'heure, donc je vais arrêter là. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je serai au stand dédicace tout à l'heure pour vous parler de ces deux livres, donc un spécifiquement sur les trous noirs, l'autre sur l'histoire de la relativité, qui parlera entre autres des trous noirs. Et j'ai arrêté là, merci. Merci pour cette présentation passionnante. On se laisse quelques minutes d'échange, voilà, si vous le souhaitez. Je vais faire tourner un micro, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser ou des interrogations à exprimer. Vous les avez scotchés. Juste peut-être un éclairage, puisque vous l'avez évoqué à demi-mot, l'avenir des détections des ondes gravitationnelles, ça passera pas au sol, ça passera dans l'espace avec un instrument beaucoup plus audacieux, LISA. Ouais, alors les deux, en fait, les détecteurs au sol ne peuvent pas détecter toutes les fréquences de vibration de l'espace, parce qu'elles sont limitées par le bruit sismique en particulier. Donc des fréquences de 1 Hz, une onde qui, voilà, une crête d'onde par seconde, c'est totalement, c'est un signal d'une amplitude beaucoup plus faible que le bruit sismique. Donc au sol, on ne peut pas détecter des grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire des fusions de gros trous noirs. Par contre, si vous vous enterrez, vous faites quand même beaucoup mieux que les détecteurs au sol.
Donc il y a un projet qui s'appelle l'Einstein Telescope, où il s'agit d'enterrer à quelques centaines de mètres de profondeur un interféromètre beaucoup plus grand que celui-ci. Chaque bras ferait 10 km. Et il y aurait 3 bras, en fait, ça serait un triangle. Et donc ça permet de faire une science beaucoup plus riche que ce qu'on fait là. Donc au sol, on peut faire des choses, à un coût qui n'est pas très élevé. Creuser 30 km de tunnel, dont du granit à 200 mètres de profondeur, c'est pas ça qui coûte cher. Donc il y a à la fois des projets au sol, enfin sous terre, plus ambitieux, mais même à une certaine profondeur, le bruit sismique qui est essentiellement en surface nous gêne, et donc on va aller dans l'espace. Et donc l'idée, c'est d'avoir une sorte d'équivalent de ça dans l'espace. Donc ça ne sera pas vraiment un faisceau laser qui circulera entre plusieurs sites. Ça sera un faisceau laser qui est envoyé et qui est réenvoyé par un transpondeur. Donc on ne réfléchit pas passivement le faisceau laser parce que la distance, il y aurait trop d'atténuation à la distance. Donc la technique serait un peu différente, mais pareil, par télémétrie, on regarde l'évolution de la distance entre 3 points, et par ça, on a un détecteur d'ondes gravitationnelles, mais qui sera sensible à des fusions de trous noirs de beaucoup plus grande taille. Là, pour l'instant, on voit des fusions de trous noirs stellaires, on ne voit pas des fusions de trous noirs supermassifs. En allant dans l'espace, on aura droit à des fusions de trous noirs supermassifs, et on aura un bonus, c'est que des années avant la fusion, 2 trous noirs stellaires vont émettre des ondes gravitationnelles qui seront détectables dans l'espace. Donc on pourra quasiment à la seconde près dire, tel jour, telle heure, il y aura 2 trous noirs de 20 et 33 masses solaires qui vont entrer en collision. Et donc les détecteurs au sol seront d'une certaine façon prévenus, même si ce n'est pas nécessaire puisqu'ils travaillent de façon passive. Mais ils sauront quand est-ce que certains événements détectés dans l'espace avec 10 ans d'avance vont se produire. Donc il y aura une synergie entre les projets spatiaux et les projets au sol. Et sans doute, il y aura des tas de surprises, des tas de phénomènes auxquels on n'a pas pensé, mais que l'on sera en mesure de détecter parce qu'on aura des instruments plus sensibles. Oui, bonjour. Quelle est la vitesse des ondes gravitationnelles? Et par rapport en fait à la vitesse de la lumière, est-ce qu'il y a un corollaire? Alors, a priori, c'est la même. D'après les lois de la relativité générale, c'est exactement la même. Est-ce qu'on peut le vérifier? La fusion de 2 trous noirs, ça n'émet pas de lumière, évidemment. Donc, on ne peut pas vérifier que le signal lumineux issu de la fusion de 2 trous noirs nous arrive en même temps que les ondes gravitationnelles. Par contre, quand vous avez 2 étoiles à neutrons qui entrent en collision, ça émet des ondes gravitationnelles et un flash lumineux quand les 2 objets se heurtent. Ça a été observé. Et le signal lumineux est arrivé 1 seconde, je crois, après le signal d'onde gravitationnelle. Ce qui était assez prévu, puisque les étoiles à neutrons, c'est des objets très petits, ça fait 10 km. Donc au moment où elles entrent en collision, la zone émettrice est tellement petite qu'elle émet peu. Et après, les débris de la collision forment une coquille en expansion, et c'est quand la coquille est suffisamment grosse qu'on la voit. Donc il est assez logique qu'on ait un retard de 1 seconde ou 2 entre le signal gravitationnel, qui est le premier, et le signal lumineux. Ça a été observé sur la fusion d'étoiles à neutrons de août 2017, qui était une galaxie située à 50 millions d'années-lumière, de mémoire. Donc sur un trajet de 50 millions d'années, le retard éventuel, c'est même pas 2 secondes. Donc a priori, c'est exactement la même vitesse. Si ce n'était pas exactement la même vitesse, ça voudrait dire qu'il y a probablement une petite modification à faire des lois de la gravitation. Donc ça vaut le coup de bien vérifier que ce retard observé, c'est juste dû à un effet de détectabilité. Mais a priori, on ne s'attend pas à une grosse surprise à ce niveau-là. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la Chine en 1054. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites précisions, s'il vous plaît? Alors, voilà. Alors, si vous êtes... non. Voilà. Donc le matin du 4 juillet 1054, alors je vous dis pas comment on disait ça en Chine, parce qu'ils n'avaient pas le même calendrier. Le matin de ce qui correspond au 4 juillet de l'an 1054, vous avez des astronomes chinois qui disent qu'ils ont vu une étoile invitée, c'est-à-dire une étoile nouvelle,
dans ce qui correspond à la constellation occidentale du Taureau. Ils précisent, alors ils sont très précis dans le descriptif. Alors eux étaient autant des astronomes que des astrologues. Hein. Les gens, enfin, les deux disciplines ont eu la même origine, puisque les gens se disaient quel est le sens de tout ça, et donc ils essayaient d'imaginer qu'il y avait des signes dans le ciel qui nous renseignaient sur des choses qui allaient se produire sur Terre. Donc c'était une affaire très sérieuse. Hein. Il ne fallait pas que les astrologues se plantent vis-à-vis de l'empereur. Donc c'était des observateurs très méticuleux, mais qui faisaient ça dans une perspective astrologique. Et donc ils ont un descriptif très détaillé de ce qu'ils ont vu. Ils ont dit que le machin est devenu très brillant très rapidement, il est devenu visible en plein jour pendant 3 semaines, et puis l'éclat est allé en décroissant, et pendant 20 mois, on est passé d'un éclat qui était celui de Vénus, en gros, à la limite de visibilité à l'œil nu. Donc pendant 20 mois, l'éclat de l'explosion a décru d'un facteur 10 000 et a disparu. Et au XVIIIe siècle, un astronome anglais qui s'appelle John Bevis trouve dans la constellation du Taureau une nébulosité dont il devine la structure filamentaire. Il n'y a pas d'astrophoto, donc on voit beaucoup moins bien. Il appelle ça la nébuleuse du crabe. Mais personne ne fait le lien avec le monde chinois. Et puis dans les années 1910, vous avez un astronome américain qui s'appelle Carl Otto Lampland, qui compare des clichés qu'il a fait de cette nébuleuse entre 1909 et 1917. Il dit c'est marrant, le truc a changé de taille. Mais ces clichés ne sont pas très précis. Et 70 ans avant, donc en 1840 et quelques, il y avait 2 scientifiques français, donc monsieur Biot, père et fils. Donc le Biot père, c'est celui de la loi de Biot et Savart, hein, pour ceux d'entre vous qui avaient fait des études en magnétostatique. Donc le papa est physicien et le fiston est sinologue, c'est-à-dire spécialiste de la civilisation chinoise. Et le fiston dit à son père, c'est marrant parce que dans certaines chroniques impériales, il parle de phénomènes astronomiques. Et donc le père, qui à l'époque pense à des comètes, dit compile-moi toutes les mentions d'étoiles invitées, c'est comme ça que ça s'appelait, que tu trouves, peut-être que ça servira à quelque chose, peut-être qu'on va trouver les passages anciens de la comète de Halley. Donc le fiston fait ça. Et il remarque qu'une étoile invitée est apparue dans la constellation du Taureau, mais à ce moment-là, personne ne fait le lien avec ça. Et donc, je reviens dans les années 1920, Hubble a vent de ce qu'a fait Carl Otto Lampland, et Hubble dispose d'un télescope beaucoup plus puissant, c'est le télescope du mont Wilson, et donc lui, il refait des clichés, mais de meilleure qualité, et donc il confirme que la nébuleuse du crabe augmente de taille, et il a suffisamment de résolution pour savoir à quel rythme ça grossit, et donc de quand date la probable explosion qui a donné naissance à ça. Et lui trouve que ça date du milieu du XIe siècle. Et lui retombe sur les travaux des Français, comme quoi il y a un machin qui s'est produit en 1054. Et il fait le lien, c'est le premier à faire le lien. Il dit en fait ce truc-là, ça a explosé en 1054. Et juste après, on découvre le concept de supernova, et les gens comprennent que oui, un machin qui a été tellement brillant qu'il a été visible en plein jour, c'était une supernova. Et ensuite, dans les années 60, on va découvrir au centre, non pas un trou noir, mais une étoile à neutrons. Alors on voit à l'œil qu'il y a une étoile à neutrons, non pas parce que vous la voyez, mais en fait, vous voyez clairement que cette nébuleuse, elle est éclairée de l'intérieur. Et s'il y avait un trou noir, il n'y aurait pas de phénomène énergétique qui éclairerait, qui produirait de l'énergie pour éclairer ce truc de l'intérieur. S'il y avait un trou noir, en fait, on verrait, ça serait une coquille, en fait, on verrait la luminosité due au fait du souffle de l'explosion qui réagit avec le milieu interstellaire, mais au centre, on verrait rien. Et là, le fait que ce soit plus brillant au centre qu'au bord, ça vous dit qu'il y a une étoile à neutrons. Né le 4 juillet 1054. Enfin, l'éclat de l'explosion nous est apparu le 4 juillet 1054, et donc le nombre d'années qui s'est écoulé entre le moment où on observe et le moment de l'explosion, c'est le nombre d'années qui nous séparent de l'an 1054. Et donc ce truc-là était vraiment important parce que ça a confirmé à peu près tout ce qu'on savait de l'explosion d'étoiles qui va donner naissance soit à un trou noir, soit à une étoile à neutrons. Là, c'est une étoile à neutrons parce que c'est l'issue la plus probable, donc statistiquement, c'était assez logique que ce soit ça. Mais voilà, ça date de 1054. Et d'astrologues chinois qui, eux, espéraient voir un signe. Donc ils ont promis que c'était la promesse de récoltes abondantes dans les années à venir. Et on espère pour eux que les récoltes ont été abondantes, parce que les astrologues à l'époque qui se plantaient, ça finissait mal pour eux. Mais oui, il y a quand même une morale, c'est qu'en science, on ne sait jamais ce à quoi servira ce que vous faites. Donc eux faisaient un truc qui en fait s'avère être une fausse piste, mais ils le faisaient bien. Et ils étaient des observateurs très méticuleux. Et donc leur compte-rendu d'observation
est encore intéressant. La motivation, les conclusions qu'ils ont tirées, ça marche plus, mais la qualité des observations, ça marche encore. Donc c'est une belle leçon quelque part. Je vous propose qu'on prenne une dernière question parce que le programme se poursuit à 1000 vaches après. D'ailleurs, on vous y attend. Il y a des spectacles. Vous pourrez manger et vous abreuver. Du coup, s'il y a une dernière question, on peut la prendre et puis. Je suis désolée, ma question n'est pas hyper bien formulée. Mais en fait, je me demande en termes de conservation de l'énergie, comme ces ondes gravitationnelles, elles se propagent partout, et enfin, comment ça marche, comment ça s'équilibre? Alors, c'est une très bonne question. Non, je suis allé dans le mauvais sens. Alors, j'en ai pas parlé, mais ça aurait mérité qu'on en parle. Alors, hop. Ah. Alors, attendez. Est-ce que ça va marcher? Non, ça marche pas non plus. Voilà. Donc la première fusion qui a été observée en 2015 et publiée en 2016, c'est celle-là. Donc avec le gazouïl que je vous ai fait entendre, on a pu reconstituer que ce trou noir-là faisait 36 fois la masse du Soleil, celui-ci 29, et le trou noir final, il en faisait 62. Donc 36 plus 29, ça ne fait pas 62, ça fait 65. Et donc, que s'est-il passé? Les ondes gravitationnelles ont emporté de l'énergie. D'après la loi E égale mc2, vous pouvez convertir de la masse en énergie. Et donc, le trou noir final a une masse de 5% inférieure à la somme des masses des trous noirs de départ, parce que ces 5% ont été emportés par les ondes gravitationnelles. Pour faire vibrer l'espace, il faut de l'énergie. Donc, l'énergie se conserve, mais pas la masse, d'après E égale mc2. Et l'énergie manquante qui est emportée par les ondes gravitationnelles, en fait, elle est perdue d'une certaine façon, au sens où une onde gravitationnelle, ça n'interagit avec rien, donc on ne peut pas la récupérer pour fournir de l'énergie. Mais globalement, le système, c'est un système isolé, on va dire, si on regarde à grande distance, le système plus les ondes. L'énergie se conserve, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais comme une partie de l'énergie va au loin, la masse restante diminue au cours du temps. Et les calculs, et maintenant les observations, prédisent que c'est entre 5 et 10% de la masse qui disparaît. Alors ce qui est fascinant, c'est que, vous avez entendu, le gazouillis, il est très court. Et donc le gros de l'énergie est dissipé pendant le gazouillis. Et donc en 2/10 de seconde, vous avez un système qui est très compact, hein, il tient dans le volume occupé par la Lune. Il s'allège de 3 fois la masse du Soleil. Maintenant, vous pouvez dire, les étoiles brillent et en brillant, elles transforment les atomes en d'autres atomes et les étoiles diminuent en masse parce qu'elles produisent de l'énergie. Et vous pouvez dire, combien d'étoiles, j'ai besoin de combien d'étoiles pour produire autant d'énergie dans le même laps de temps? Et la réponse, c'est j'ai besoin d'à peu près 100 000 milliards de milliards d'étoiles. Alors, dans une galaxie, vous avez 300 milliards d'étoiles et dans l'univers, vous avez 300 milliards de galaxies. Donc vous multipliez 300 milliards par 300 milliards, ça vous fait ces 100 000 milliards de milliards. Donc pendant les 2/10 de seconde de la collision de deux trous noirs, une infime région de l'espace produit autant d'énergie que, dans le même laps de temps, les 100 000 milliards d'étoiles de l'univers observable. Donc ce gazouillis qui était complètement ridicule, en fait, c'est le déchaînement de violence le plus démentiel que vous puissiez imaginer dans l'univers. À l'oreille, ça ne fait pas peur. Mais en fait, c'est monstrueusement violent. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je peux compléter ma question? En fait, comme il n'y a pas de perce d'énergie dans les ondes gravitationnelles, ah oui, l'énergie se dilue parce que l'onde oui, l'onde s'en va, oui, mais du coup, l'onde, quand elle traverse l'univers, elle n'est pas atténuée. Non, elle n'est pas. Elle perd en amplitude comme le signal lumineux diminue en amplitude, mais l'énergie se conserve, mais se distribue sur une zone de plus en plus vaste. Ah oui, ok, elle perd en énergie. Ah oui, parce que le flux localement, la quantité d'énergie qui passe là va être plus faible si je suis loin de la fusion que si je suis plus près, oui. Parce qu'il y a plus de zones comme ça que je dois couvrir. Ok, d'accord, très bien, j'ai compris.
Ouais, je suis désolé, on va devoir s'arrêter. Pour autant, peut-être que certains pourront revenir demain matin à la table ronde dans cette même salle de cinéma à 11h30.